bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir à Saint-Étienne, au village Baïséa, pour animer cette table ronde. Alors, évidemment, le sujet qui va nous intéresser ce soir, vous le connaissez, vous le vivez au sein de vos entreprises, fidélisation, sens, implication. Pourquoi la communication interne n'est plus une option ? Voilà. Donc la table ronde, elle va durer à peu près une heure pendant laquelle vous allez aussi découvrir les bonnes pratiques et les témoignages de nos intervenants. Et cette table ronde, on la veut aussi interactive. Donc là où vous avez commencé un petit peu à interagir avec nous avec des questions, mais avec Gwen, on va co-animer cette table ronde. Donc au cours de celle-ci, on vous posera aussi quelques petites questions pour dynamiser un petit peu tout ça. Et une table ronde ne serait rien sans ces intervenants. C'est pour ça que, sans plus attendre, je vais les accueillir à venir à me rejoindre. Il est le directeur général de l'entreprise Linamar, spécialisée dans l'industrie automobile. Merci d'accueillir Cédric Febraro. Elle est la directrice communication du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Merci d'accueillir Angèle Rochereau-Bossard. Elle est dirigeante associée chez Axome, agence e-commerce, design et marketing. Merci d'accueillir Véronique Vaucanson. Enfin, il est président fondateur de Steeple, entreprise rennaise spécialisée dans la communication interne. Merci d'accueillir Jean-Baptiste de Belleur. Bonsoir à tous. Vous êtes bien installés ? Tout va bien, c'est parfait. Bon, j'ai commencé un petit peu à parler de vous, sans rentrer dans trop de détails, mais là, ce qu'on aimerait connaître un peu, c'est votre entreprise, comment elle se caractérise, combien de collaborateurs, quels sont les métiers, etc. Cédric, est-ce que tu veux bien commencer ? Est-ce que ça marche là ? Oui, ça marche. Super. Donc je vais commencer. Donc moi je suis dans le secteur traditionnel, donc on est sous-traitant dans le monde automobile. On est des mécaniciens, on produit des pièces pour les transmissions et les moteurs des véhicules, que ce soit des voitures ou des camions, appartenant à un groupe international canadien, donc une forte culture nord-américaine, 63 sites au travers le monde, on est implanté dans le monde entier, et 4 sites en France. Et donc moi je suis le directeur général du site de Saint-Chamond, sachant qu'il y a un site qui n'est pas bien loin non plus, qui est à Montfaucon. Donc il y a 2 sites qui sont rhône-alpins. Et sur le site de Saint-Chamond, on est 200 cette année, et on devrait être, si on trouve les personnes, 300 l'année prochaine. Donc sans recrutement en cours, si j'ai bien compris. Sans recrutement en cours, oui, avec les problématiques que l'on connaît. D'accord, donc 200 collaborateurs, c'est ça sur le site ? Exactement. Ok, et un seul site ou plusieurs sites ? Alors moi je suis directeur du site de Saint-Chamond, okay, sachant qu'il y a le site de Montfaucon qui est pas loin, et la répartition du personnel qui est importante, c'est qu'il y a 50% situés dans l'atelier, okay, auprès de machines-outils, qui travaillent sur des machines-outils, et puis une autre centaine de personnes qui sont eux plus dans les bureaux. Ça marche, donc des personnes plus ou moins connectées. Je dis ça par rapport à la communication interne, Bien qui sûr. est toujours, sur le principe, un peu plus facile avec des gens qui sont connectés et qui ont des ordinateurs. Et j'ai la moitié de mon personnel qui n'a pas d'ordinateur. Par contre, ils ont des téléphones portables sur ce raisonnement. À noter. Merci beaucoup Cédric pour la présentation. Angèle, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise ? Donc moi, je travaille au CHU de Saint-Étienne. C'est un hôpital, comme il y en a beaucoup en France, mais qui a quelque chose de particulier quand même, parce qu'il est dit universitaire, donc CHU. Et ça, pour le coup, c'est moins fréquent, puisqu'il n'y en a que 32 en France. Et le CHU de Saint-Étienne est le 20e. Et ça veut dire qu'en plus des activités de soins que beaucoup d'établissements font, on assure la formation des futurs professionnels de santé, donc médecins, infirmiers. Et puis, on a une dynamique de recherche et d'innovation qui permet de projeter des techniques de soins pour l'avenir. Et ça, c'est quelque chose de très important pour la science, pour la médecine et pour la santé de la population. Donc voilà, c'est assez honorifique d'être dans un établissement comme celui-ci pour sa place dans la société, dans la vie des gens, parce que quasiment tout le monde aura eu un petit bout de son histoire avec un hôpital et ici à Saint-Étienne avec le CHU. Et donc on est 8300 maintenant,
professionnels, donc ça commence à faire une belle communauté. Sur 3 sites sur Saint-Étienne, plus pas mal d'antennes de psychiatrie sur l'ensemble du département, et puis une équipe de neurochirurgie qui intervient aussi à Valence. Donc le gros quand même de l'activité est à Saint-Étienne, et voilà, sur les 3 sites, et notamment le principal site de l'hôpital Nord que beaucoup connaissent. Et je peux dire peut-être que le gros de nos professionnels, c'est des soignants, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, mais qu'il y a plus de 200 métiers dans un hôpital et dans un CHU, de cultures différentes, de formations différentes. Donc voilà, c'est une grosse machine. Une grosse machine, et des personnes aussi qui travaillent ensemble sur plusieurs sites, qui n'ont pas les mêmes métiers et qui n'ont pas forcément accès aussi de la même manière à l'information. J'imagine que des cadres de santé sont plus facilement connectés que... OK. On a à peu près la même problématique, des professionnels qui sont reliés à un ordinateur par l'institution, et puis ceux qui sont dans des métiers qui n'en ont pas, et qui nous amènent à nous challenger aussi sur la com interne avec ces personnes-là. Ça marche, merci beaucoup Angèle. Véronique, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité ? Oui, tout à fait. Donc Axome, qui est une agence e-commerce, design et marketing installée à Saint-Étienne depuis plus de 20 ans, avec 90 collaborateurs. Nous sommes accompagnateurs de plusieurs entreprises qui vont de la PME à des grands groupes, et on les accompagne sur 3 pôles de compétences qui sont à la fois l'e-commerce, donc on a un pôle de création de sites web sous les CMS Shopify et PrestaShop. On a un pôle de compétences sur la performance e-commerce, donc pour aller du trafic à la conversion et à la fidélisation, et on a un pôle de marketing services, qui est donc toute la partie data publishing, trade marketing et marketing au sens large, marketing dans lequel moi j'intègre la communication, parce que pour moi la thématique de la communication interne, c'est du marketing client. On pourra en reparler tout à l'heure. On pourra en reparler. Merci Véronique. Et Jean-Baptiste, peux-tu nous présenter ton entreprise ? J'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Donc nous, Steeple, une centaine de collaborateurs, répartis entre le siège à Rennes, un bureau à Barcelone composé de 6 personnes et des commerciaux itinérants sur tout le territoire. Et on accompagne, grâce à notre logiciel, environ 1000 entreprises qui vont de toutes les tailles, de 50 à 10 000 collaborateurs, et qui ont la particularité quand même pour la plupart d'avoir des collaborateurs qui sont non connectés, et donc ça pose effectivement des questions sur comment toucher ces personnes-là. Merci Jean-Baptiste. Je vois pas de problème. J'étais parti. Ouais, j'étais à côté. Oui, j'ai une question pour le public. Oui, c'est encore moi. Une petite question, du coup, suite à ce tour de table. J'ai une question pour le public. Ça va être de savoir un petit peu, d'en savoir plus sur votre communication interne et comment vous la jugez. Donc, quelle note vous donneriez à votre communication interne sur 5? Donc, moins de 2, c'est pour ça que je suis là. 3, on peut s'améliorer. 4, je me tiens à la page. Ou encore 5, je suis là pour le cocktail. Voilà, vous avez encore quelques secondes pour répondre. N'hésitez pas à répondre avec la plus grande franchise, ça nous aidera. Et je vous donnerai également les tendances des autres étapes à l'issue du vote. Et ce sont exactement, c'est la même répartition qu'on constate partout où on est allé en France. C'est que vous êtes majoritairement au niveau 3, ce qui est totalement arbitraire, hein, mais vous êtes dans une démarche d'amélioration continue, on va dire, et quand même, de manière résiduelle, en recherche d'amorçage de cette amélioration. Charlotte, je pense que tu as peut-être aussi des questions pour la table ronde à ce sujet. Oui, exactement. Maintenant qu'on a fait les présentations, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et la question que je me pose, on se la pose tous, mais pourquoi c'est important la communication interne ? Et alors, Cédric, je te pose la question. Chez Linamar, quelle a été l'étincelle, le point de départ, la prise de conscience qui a fait que vous êtes lancé dans une démarche d'amélioration ? Pour être honnête, il y a eu aussi l'opportunité. Moi, je raconterai peut-être comment on est venu à l'utilisation de l'outil, mais on a toujours eu, nous, une problématique. Je l'ai dit, c'est la problématique du fait qu'on a des personnes qui sont non connectées, mais pourtant qui sont dans la vie privée super connectées, parce que c'est pas parce qu'on est opérateur sur une commande numérique qu'on n'est pas connecté, qu'on n'a pas son téléphone, qu'on n'a pas un compte sur Facebook. Donc c'est des gens qui ont l'habitude d'être connectés, d'avoir
d'avoir cette communication rapide, facile. Et pour autant, dans une entreprise de mécanique comme la nôtre, là, on a une communication qui est beaucoup plus archaïque, qui peut se faire dans toutes les entreprises de mécanique ou dans beaucoup d'entreprises par juste simplement de l'affichage statique. Il y a beaucoup d'entreprises encore qui affichent que ce qui est obligatoire légalement, les PV de CE, les choses comme ça, et ça s'arrête là pour la communication. La problématique, elle est là, puisqu'on arrive toujours à avoir beaucoup plus de communication avec les gens connectés professionnellement que les non connectés, mais tout le monde est à la demande, et tout le monde a la même demande. Et d'où, moi, j'ai participé à une réunion c'était Véronique qui avait proposé, Société Axome qui avait proposé ça, qui présentait le produit Steeple, et c'est ce qui m'a tout de suite plu, c'est cette démarche de pouvoir toucher tout le monde dans une entreprise et aussi de leur donner la parole, parce que ce qui est important, avant tout, c'est l'échange dans la communication interne. Faire que de la communication descendante par affichage, au bout d'un moment, on se lasse très très vite et les messages ne passent pas. Et puis le trop d'informations tue l'information, donc il faut laisser le choix aux personnes de prendre ce qu'ils ont à prendre, de répondre là où ils doivent répondre, et chacun est différent. Voilà, c'est donc. Dans ce que tu dis, c'est que c'est du collaborateurs, donc c'est génial. Oui. Donc peut-être, oui, Gwen. Oui. Ouais, on va échanger de micro. J'ai l'impression que celui-là croche un petit peu. On va échanger après parce que j'ai un rhume, mais je m'en excuse. C'est fini. Tu l'as touché, c'est fini. Oui. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors, c'est venu des collaborateurs. Mais alors, est-ce que c'était via une enquête? Il y a eu quelque chose de formalisé avec des statistiques ou... Non, c'est pas venu d'une enquête. J'ai pas souhaité faire d'enquête, mais ça a été des questions qu'on a régulièrement de nos collaborateurs. Ils sont pas au courant, ils sont jamais au courant. Certaines personnes sont au courant. Le fait d'avoir des gens connectés, on cultive aussi dans le métier dans lequel on est. On parle de col bleu, col blanc, hein, donc les gens qui sont en tenue de travail dans l'atelier et les cols blancs, les chemises qui sont dans les bureaux. Et le fait de donner des informations à des gens qui sont dans les bureaux et de ne pas les donner à des personnes qui sont dans l'atelier, on cultive un peu cette culture de deux entreprises en une en fait. Et c'est pour ça que l'outil de communication, enfin, je veux dire, tout le monde sait que la communication, c'est super important. On met aussi beaucoup de choses sur le dos de la communication à chaque fois, comme tu le disais tout à l'heure, chaque fois qu'il y a un problème, de toute façon, c'est toujours un problème de com. Manque de com, mauvaise com, on en revient toujours à la même chose. Donc la com, c'est primordial, c'est super important, c'est la bonne communication. Mais moi, ma problématique dans le monde de la mécanique et de l'industrie, un peu métier traditionnel, c'est de pouvoir toucher toutes les personnes de la même manière et leur donner l'opportunité de faire de la communication remontante. C'est-à-dire, juste descendante, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est les années 70. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de l'échange. Bien dit, c'est de l'échange qu'on veut maintenant. Angèle, je te pose la même question. Pourquoi c'est important la communication interne et au-delà de ça, de l'améliorer de manière continue? Nous, on a 3 grands enjeux autour de la com interne. Un premier qui est hyper important pour nous, c'est le réglementaire. On est un environnement avec beaucoup de normes, avec beaucoup de références aux bonnes pratiques, et puis avec du réglementaire très, très cadré. Et il nous faut, pour la sécurité des patients, faire en sorte que tous les professionnels aient accès à l'information dont ils ont besoin pour bien faire leur métier. Et donc, ça, c'est un enjeu important qui touche beaucoup le management. Et donc, on a à travailler sur ce lien à toutes les lignes hiérarchiques qui sont aussi importantes à l'hôpital pour faire en sorte que l'information soit bien connue de tous ceux qui en ont besoin et donc par les bons canaux de communication. Donc ça, c'est un premier sujet important. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié à l'organisation. Un hôpital, c'est presque aussi compliqué et risqué qu'une centrale nucléaire. Et donc, tous les éléments d'organisation qui font qu'une chaîne de soins, un parcours de soins fonctionne, sont hyper importants et doivent être connus aussi de ceux qui en ont besoin, dans des équipes qui ne sont pas forcément celles de la collaboration de proximité de tous les jours, mais voilà, qui doivent régulièrement travailler ensemble. Donc, de la communication qui permet de mettre les personnes en synergie et en mouvement au service du parcours de soins.
Et puis le troisième enjeu, c'est celui de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'univers aujourd'hui, c'est celui de la fidélisation, du sens au travail, du fait que nos professionnels se sentent attachés à leur établissement pour y rester, et puis éventuellement pour faire dire que c'est bien d'y venir aussi et de nous rejoindre. Donc au travers ces trois enjeux, on travaille forcément les choses différemment, mais je pense que l'implication managériale à tous les niveaux, c'est décisif pour nous. On aura beau avoir les meilleurs outils, les trucs les plus inventifs. Voilà. Si on n'a pas un engagement managérial, y compris au top management, ben, ça marchera probablement pas très bien. Voilà. Et donc on le travaille dans cette optique-là. Et moi, mon défi personnel, c'est de positionner la com au bon niveau pour que on puisse bien travailler nos messages, nos contenus aux bonnes personnes, avec parfois une dimension très pédagogique. Il faut expliquer les choses, prendre le temps. Et ce qui nous manque probablement le plus en ce moment, c'est ça, le temps. Pour aller à la rencontre des gens, les écouter, ne pas faire que du descendant, ça c'est essentiel. Et donc il faut savoir prendre le temps parfois de descendre au plus près de là où les gens travaillent, quelles sont leurs contraintes, de quoi ils ont besoin, et puis de les écouter. Voilà. Merci beaucoup Angèle. Véronique, quel est ton point de vue ? Pourquoi c'est important d'améliorer la communication interne et comment accompagnes-tu tes clients sur ce volet-là ? La communication interne, c'est d'abord de savoir parler à ses collaborateurs. C'est ce que disait Angèle. Donc, effectivement, moi, je rencontre pas mal d'entreprises qui ont cette problématique de prise de parole auprès de leurs collaborateurs. Et on les accompagne, en fait, pour mettre en place soit des moyens, soit des messages, soit des contenus, soit plein de choses différentes pour arriver à créer ce dialogue. Parce qu'en fait, ce n'est que du dialogue. Et je parlais de marketing tout à l'heure parce que nous, en marketing, on parle d'expérience client. Et en fait, la com interne, c'est l'expérience collaborateur. Et l'expérience collaborateur, c'est la même chose que quand on veut vendre un produit. Au lieu de vendre un produit à ses clients, on vend son entreprise à ses collaborateurs. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu hard et un petit peu difficile à entendre, mais en fait, vos entreprises ne sont que des produits que vous devez vendre à des clients qui sont vos collaborateurs. Et quand on est dans un circuit d'expérience client, il faut d'abord attirer ses clients, ensuite il faut les convertir, ensuite il faut les engager, ensuite il faut les fidéliser. Et quand on a compris ce parcours client, quand on vend un produit, il faut qu'on arrive à le comprendre quand on vend son entreprise, parce que c'est la même chose. Nous, on a 90 collaborateurs. À notre niveau, on a le même problème. Il faut attirer, convertir, engager, fidéliser. Donc c'est un peu strict et un peu marketé, ce que je dis, mais c'est la vérité, en fait. En tout cas, c'est la mienne. Merci Véronique. C'est très clair. Jean-Baptiste, pourquoi c'est important d'améliorer sa communication interne ? Je crois que vous avez dit pas mal de choses. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que le collaborateur le souhaite aujourd'hui. Et il le souhaite, et il le dit, il le fait savoir. Et parfois, il le fait savoir de la plus dure des manières, qui est de se dire « je m'en vais, je claque la porte ». Et c'est pour ça qu'on voit des taux de turnover qui augmentent. On a un jeune aujourd'hui, et c'est notamment avant le Covid, c'était les nouvelles générations qui arrivaient sur le marché du travail. Et on a des représentants dans la salle. Aujourd'hui, vous dites à une personne de la nouvelle génération s'il veut faire 40 ans dans la même entreprise et repartir avec une médaille du travail, non. Et puis, ce qui s'est passé depuis le Covid, c'est qu'on a l'impression que ça s'est propagé à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble de la société, de chaque collaborateur. La quête de sens pousse maintenant des personnes qui avaient des situations installées à se dire moi, je change non plus seulement d'entreprise, mais aussi de voie. Je vais me réinsérer dans d'autres choses. Donc, ils le disent de cette manière. Et après, ils le disent aussi à travers des choses dans l'entreprise qui sont des signaux plutôt faibles. Tout le monde ne claque pas la porte. On va retrouver des personnes, effectivement, on parle de rumeurs. Des rumeurs aussi, c'est une manière, des signaux faibles qui montrent qu'il y a une mauvaise communication. Des personnes qui disent je suis jamais au courant de rien.
Bah, ça, c'est des petits signaux faibles. Vous faites des événements, vous dites il n'y a jamais personne à ces événements. Bah, ça, c'est des signaux faibles. Des managers qui passent mal l'information, est-ce qu'ils le font maladroitement ou est-ce qu'ils le font volontairement? Ça aussi, ce sont des signaux faibles d'une mauvaise communication interne. Donc, souvent, c'est révélé aussi quand on fait une enquête, où là, on se rend compte, on arrive à mettre de la data sur ces signaux faibles, et ce qui permet de prendre conscience de l'importance de la communication interne avant qu'il ne soit trop tard. Merci Jean-Baptiste pour toutes ces réponses et merci à tous les quatre pour cette première question. Je vois que Gwen... J'ai buvais un petit verre d'eau. Ça marche. On fait ça. On va avoir le chat interne. Un pays en entier pour une communication. J'imagine que c'est le chat. Newsletter, mail, intranet, livret d'accueil très intéressant. Newsletter interne, SharePoint, WhatsApp, Teams, j'en oublie, affichage dynamique, également très intéressant. Voilà. Merci pour vos réponses et je pense que ça va nourrir quelques discussions sur la table. Merci à tous d'avoir joué le jeu et je me tourne vers vous. Justement, comment on fait pour améliorer sa communication interne? Et là, dans le comment, je veux dire, est-ce que vous avez mis en place des groupes de travail? Est-ce que vous avez des sponsors au sein de l'entreprise qui jouent avec vous? Au contraire, des personnes où c'est plus difficile de les impliquer? Est-ce que vous avez testé des choses qui fonctionnaient ou pas en termes d'outils? Est-ce que vous avez mis en place un cahier des charges? Voilà. Cédric, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Je vais essayer, mais bon, je rappelle encore, moi je viens du traditionnel, la mécanique, l'industrie. Donc on va dire qu'on est ceux qui sont les moins bien dotés et les moins amenés à communiquer historiquement. Néanmoins, tout ce que je vois là, on l'a. Forcément, on a essayé un petit peu tout. Il y a des choses qui existent depuis très longtemps, les intranets, les affichages, les emails. Mais le problème, c'est cette communication descendante. Donc ça, on va dire, on est dans un groupe international, on travaille pour l'automobile, on est obligé de communiquer d'une manière ou d'une autre, on a des certifications, donc tout ça on le fait. Mais le reproche, c'est pas d'avoir de l'information, c'est plutôt l'échange. Il faut qu'il y ait de la discussion, il faut qu'il y ait de l'échange. Donc il a été dit qu'il y a une solution, c'est prendre ses chaussures de sécurité, descendre dans l'atelier, aller discuter avec les opérateurs. Mais bon, quand on est une entreprise de 300, j'ai aussi d'autres choses à faire, et mes managers aussi. Et la problématique des managers et de l'encadrement, on est dans un métier compliqué, l'industrie automobile, c'est assez sévère, et le Covid, tous les phénomènes qu'on a rencontrés ne nous aident pas, les crises de composants, les crises énergétiques, la révolution de l'automobile avec l'électrique, l'hydrogène, etc., font qu'on se pose beaucoup de questions et on passe beaucoup de temps à travailler. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à délaisser la communication. Pourquoi? Parce qu'un client, il veut une réponse ce soir, et on est obligé de la faire ce soir. J'étais au téléphone tout à l'heure, parce qu'il y a un client qui attendait une réponse ce soir. Donc mes collaborateurs m'ont dérangé parce qu'ils voulaient impérativement mon aval. Par contre, la communication, on dit, on fera demain. Et puis le demain, c'est toujours demain, le lendemain, la semaine suivante. Et on a tendance un petit peu à laisser naturellement la communication de côté, et on en paye les conséquences tous les jours, et c'est beaucoup plus sournois que ça en fait compte. Alors qu'on priorise. Donc pour résumer, il faut allouer des personnes, des ressources, où leur mission principale c'est la communication. C'est-à-dire il est important d'avoir, alors selon la taille de l'entreprise, une personne qui travaille sur la communication, ou des personnes, ou un service communication. C'est primordial pour être sûr que cette fonction-là n'est pas délaissée, parce que c'est une fonction pour un travail de long terme, moyen-long terme, et pas court terme. Et voilà, ce qui est important pour moi,
Et c'est pour ça qu'on continue d'avancer. C'est parce que bon, on joue à livret d'accueil, on a essayé toutes ces choses-là. Mais les gens, ils n'aiment pas forcément lire et ils aiment un petit peu retrouver ce que l'on trouve en dehors de l'entreprise. Et c'est de l'interactivité. Merci beaucoup Cédric. Moi ce que je retiens c'est que finalement c'est la légitimité aussi qui compte avant tout pour que la personne qui s'occupe de la communication, on vienne la voir pour qu'elle nous donne des conseils, pour qu'elle soit un petit peu ce coach dont l'entreprise a besoin pour aider les autres services à mieux communiquer. Il y a aussi des choses que je n'ai pas parlé, il y a l'événementiel aussi. Tout ce qui touche l'événementiel, c'est hyper important pour fédérer les gens et pour vraiment générer une appartenance à l'entreprise. Merci beaucoup Cédric, on y reviendra de toute façon dans la prochaine question, on parlera vraiment des actions, des choses qui fonctionnent. Angèle, comment on améliore régulièrement sa communication interne, la communication interne au CHU de Saint-Étienne? Moi j'essaye de beaucoup miser sur le management, voilà, de proximité pour avoir des interlocuteurs qui nous connaissent bien, qu'on connaît bien. Ça nous aide beaucoup pour bien comprendre les besoins. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, moi, je manage mon équipe dans l'idée qu'on est au service dans les relations qu'on a avec les équipes soignantes. Donc d'être très réactif, de faire l'effort de comprendre les besoins, de démontrer la plus-value, de nous saisir et de nous interpeller et d'éviter au maximum le pire truc en com, c'est qu'on vous amène un produit et puis on vous dit tu peux me mettre ça en format com s'il te plaît parce que voilà. Donc on n'a pas participé au projet, on ne sait pas pour qui c'est, on ne sait pas comment on va le diffuser. Et ça, moi j'ai dit c'est terminé, je ne veux plus ça, quoi. Je ne le ferai plus. Donc à nous d'être en veille aussi sur ce qu'il va y avoir comme actualité, sur comment on va l'appréhender, comment on peut être conseil sans les empêcher d'avancer. Donc ça c'est vraiment super important, vraiment. Donc voilà, on essaye de mener ce travail-là. C'est encore une fois de l'effort de proximité. Donc voilà, sortir de son bureau, aller rencontrer les gens. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis l'autre volet qui est aussi super important, c'est que il faut qu'on accompagne les équipes en assurant la cohérence institutionnelle. Donc il faut aussi être très présent dans les discussions de stratégie, de politique d'établissement, et de politique de santé parfois, parce que il n'y a pas que nous qui décidons. On est un établissement public avec une tutelle d'un ministère, donc il y a plein de choses qu'on ne décide pas forcément, pardon. Donc il faut aussi que la com soit dans les sujets de stratégie, de politique, pour que le sujet micro d'un service ne soit pas décalé par rapport à la politique de l'établissement. Et ça, dans les établissements de santé, c'est pas encore une culture très ancrée. Voilà, donc il faut faire notre place. Intéressant, merci beaucoup Angèle. Véronique, Tu peux reposer ta question ? Oui, bien sûr. Comment on améliore la communication interne et comment tu peux accompagner les entreprises là-dessus, notamment sur l'organisation de la communication, des projets comme des calendriers éditoriaux ou des comités éditoriaux. D'abord, avant de l'améliorer, il faut déjà en avoir conscience. Et je pense que c'est le premier niveau de lecture. Et pour en avoir conscience, et c'est souvent ce que j'entends moi dans les entreprises, quand je travaille avec les services communication notamment, c'est comment je fais pour faire comprendre au-dessus que c'est important parce que le sujet, nous on voit bien qu'il faut s'en emparer, mais on ne sait pas comment. Et on ne sait pas comment aller dire que c'est important. Donc déjà, avoir cette prise de conscience que la com, et tu l'as dit, c'est un sujet à part entière. Et tu l'as dit aussi, aujourd'hui, la com interne, c'est le parent pauvre, et ça a toujours été le parent pauvre. Moi, j'ai fait des études de com interne. J'ai commencé par faire des journaux internes il y a 25 ans. Après, il y a eu un grand trou. On n'a plus fait de journaux internes pendant des années. C'est quelque chose qui ne se faisait plus. On n'en entendait plus parler. Il n'y avait plus de chargés de com interne. Il n'y avait que des chargés de com externes. Et puis là, la marque employeur, les problématiques de recrutement, le Covid, tout ça, ça a tout remis au-dessus de la pile. Et aujourd'hui, on refait des journaux internes, on refait des choses. Alors, pas que des journaux internes, parce que justement, ça ne marche plus. C'est pas ça. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis de travailler les contenus, c'est de les travailler en collaboratif.
Il y a Karine en face de moi, c'est la société Olot qu'on a pu accompagner en communication. C'est un énorme travail de conduite de changement en interne qu'ils ont mené, et nous, on les a accompagnés sur les outils, sur la manière d'accompagner les équipes avec du collaboratif, créer des groupes de travail, faire en sorte que l'information ne tombe pas que du haut et qu'elle soit partagée, qu'elle vienne du bas et que chacun puisse être acteur. Et c'est ça, en fait, quand tu disais comment j'engage la conversation, c'est déjà en les mettant au milieu du sujet et en ne leur balançant pas juste les infos comme ça. C'est pas... Aujourd'hui, les collaborateurs attendent du partage d'informations, et ça doit venir d'eux. Et c'est comme ça qu'ils l'intégreront beaucoup plus facilement. Mais c'est un travail complexe. Donc effectivement, tous les moyens sont bons pour arriver à les aider à ce qu'ils aient envie, en fait, de s'engager dans cette démarche de on va créer les contenus ensemble, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors on monte des comités de rédaction, on va chercher les gens dans les différents services, on essaye de trouver des sujets, de les faire échanger. C'est un vrai travail de groupe, et c'est hyper important. Merci Véronique, je vois Cédric qui veut réagir. Oui. Je parlais tout à l'heure, c'était la notion d'écoute. C'est quelque chose que longtemps on faisait de la communication descendante. On dit on a bien communiqué, on a tout expliqué, tout était écrit avec plein de supports différents. Mais s'il n'y a pas cette communication remontante pour qu'on ait un retour, pour savoir, parce que des fois on est complètement à côté de la plaque, et pour avoir le retour, pour avoir le feedback, on a besoin de se mettre en mode écoute. Et ça, actuellement, depuis quelques années, c'est indispensable. Donc l'écoute, on l'a en faisant des groupes. Le fait de mettre en place des groupes de travail pour travailler ensemble sur les sujets et les communiquer, c'est comme ça qu'on écoute les gens et qu'on a le retour. Donc le feedback et l'écoute, c'est devenu primordial, et ce n'était pas le cas dans l'industrie, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Merci beaucoup Cédric, c'est vrai. Jean-Baptiste, comment on fait pour améliorer sa communication interne ? À force de passer le dernier, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et très intéressantes. Et il y a un élément qui, moi, me semble clé, que tu as partagé, Véronique, et Cédric également, c'est l'implication de la direction. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant « mais vous avez plein d'idées, plein de choses, mais comment je fais? Moi, ils ne sont pas sensibilisés. » Et je peux vous dire que c'est le point de départ. Si jamais vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien d'essayer. Vous allez patiner dans la semoule, ça ne va pas le faire. Donc après, la question, c'est comment aussi on arrive à convaincre sa direction. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la prise de conscience comme toi, Cédric, et de se dire il faut y aller, on va mettre des moyens. Donc, je vais vous dire un truc, si vous allez voir votre direction avec des arguments contre arguments, c'est toujours la direction qui aura raison. Donc n'y allez pas avec des arguments, allez-y avec quelque chose, c'est de la data. Ça, à data contre argument, c'est toujours la data qui a raison. Et s'il dit que la data a tort, ça, après, prenez vos responsabilités. Et bon, je ne pourrai plus grand-chose pour vous. Mais allez-y avec des enquêtes et prouvez que les collaborateurs ne sont pas satisfaits de la communication interne. Et après, exactement, demandez des moyens. Comment ça se fait qu'effectivement, sur la communication externe, il y a autant de moyens qui soient déployés et pas sur la communication interne? La communication interne, c'est une expertise, c'est un métier. Et donc, comme une expertise, ça demande des compétences, ça demande du temps, ça demande des outils. Parce qu'on ne peut pas faire son métier avec des bouts de papier sur un tableau d'affichage ou à glisser des fascicules dans les bulletins de paye. Ce n'est pas possible. Parce que aujourd'hui, on voit, et tu l'as dit Cédric, ils ont tous un smartphone, ils sont tous habitués à des médias sociaux, à du format vidéo sur la télé. Donc, arriver avec des outils qui datent de Mathusalem, c'est pas possible. Donc, il y a des compétences aussi pour former les managers, pour construire des lignes éditoriales. Ça peut soit s'intégrer, soit ça peut effectivement s'externaliser avec des agences. Mais on ne peut pas, pour améliorer sa communication interne, le faire à la va-vite. Merci Jean-Baptiste, je pense qu'on a bien démontré la question, on a bien répondu à la question. Et moi, prochaine question que j'ai envie de vous poser, c'est des exemples, du concret. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que vous avez remarqué au sein de vos entreprises, des entreprises que vous accompagnez, des publications, des rituels, de l'événementiel? Voilà. Moi, je propose d'inverser maintenant. Je prends la parole, comme ça je finirai. T'as pas vu venir celle-ci, hein? C'est pas très bien. Nous, on a de la chance chez Steeple, c'est qu'on est notre laboratoire. Donc
on teste plein de trucs et ce qui fonctionne, on le diffuse aussi auprès de nos 1000 clients et ce qui fonctionne pas aussi, on leur dit pour éviter qu'ils se plantent. Donc nous, on a 5 ans de retour d'expérience sur ce qui fonctionne. Donc c'est précieux ce que je vais vous donner. Et on a axé sur 3 grands piliers chez Steeple. Donc il y a d'abord tout ce qui est relatif à l'onboarding, où là on a même été jusqu'à créer un livre qui s'appelle le Culture Book, vous pouvez le retrouver version PDF sur notre site, sur la page Culture. Donc le Culture Book, c'est quoi? C'est un livre d'une 50aine de pages qui a été fait avec l'ensemble des collaborateurs, puisque chacun a participé, au moins en donnant leur témoignage sur ce que c'était la culture Steeple. On va y retrouver des anecdotes, on va y retrouver l'histoire, on va y retrouver les valeurs, on va y retrouver des interviews, des parcours de collaborateurs. Et ça, c'est envoyé aux collaborateurs avant qu'ils rejoignent l'entreprise. Ensuite, on va mettre beaucoup d'attention justement sur les 2 premières semaines où il va rencontrer chaque manager pour qu'il lui explique son métier. Même si ça ne le concerne pas forcément, eh bien, on va l'impliquer dans le total. Donc là, comme on atteint une certaine taille, on est en train de passer tout ça en vidéo pour avoir un format un peu e-learning pour vraiment qu'ils se sentent intégrés. Et toute cette période d'onboarding se finit toujours par 1h30 passée avec moi à lui expliquer l'histoire de l'entreprise. Donc je parcours tout le début, toutes les galères du début, et il y en a eu pas mal, et ça finit toujours par voilà l'histoire, maintenant à vous d'écrire la suite. Donc on y attache beaucoup d'importance parce qu'il y a quand même 28% des collaborateurs qui quittent leur entreprise au bout des 45 premiers jours. Donc c'est extrêmement important d'embarquer vite dans le bateau. Et après, on a 2 autres piliers qui sont majeurs. Tu as parlé de l'événementiel, nous aussi c'est un de nos piliers majeurs. Faire en sorte qu'il y ait du lien, même quand il y ait du multisite, qu'il y ait du lien aussi. Donc on a pour ça créé des rituels. On ritualise énormément parce que si on ritualise pas, il y a toujours un truc qui vient, un client qui nous appelle effectivement et ça passe toujours après. Donc on a des rituels hebdomadaires. On va avoir le petit déjeuner du lundi pour accueillir les nouveaux arrivants, les anniversaires du mercredi pour ceux qui sont présents le mercredi, le petit verre du jeudi. Donc ça c'est tout ce qui est hebdo toutes les semaines. On va avoir tous les mois une grande mensuelle qu'on appelle le jeudi tout, puisque c'est le premier jeudi du mois. Et le jeudi tout, donc c'est des chargés de projet qui viennent présenter sur quoi ils travaillent, sur l'avancement. Donc ça plaît beaucoup et ça finit toujours par ce qu'on appelle l'audace du mois. L'audace du mois, c'est on remet le prix de l'innovation à une personne qui aura fait une innovation dans le mois, qui aura soit réussi, soit échoué et qui vient l'expliquer. Donc c'est un peu notre César à nous et ça plaît beaucoup. Donc des choses hebdo, des choses mensuelles. On a le discours de rentrée en septembre où là je l'ai fait pendant 1h30 à présenter où on en est dans notre stratégie de l'année. En janvier, je présente la nouvelle stratégie aussi pour le plan de l'année. On a plein d'événements comme ça. Et puis un 3e pilier justement dans notre communication interne, c'est tout ce qu'on peut faire sur les publications Steeple, sur notre outil de communication. Et là, de la même manière, on a 2 maîtres mots, c'est ritualiser et de manière collaborative. Parce que si jamais c'est le chargé de communication qui est chargé de tout faire, c'est un bazar, c'est pas possible. Et si jamais on ritualise pas, c'est pareil, encore une fois, on l'oublie, on passe à autre chose. Donc là, de la même manière, on a le lundi, c'est les chiffres du commerce, publiés par la direction commerciale, parce que si la direction s'implique, après les collaborateurs s'impliquent également. Le mardi, on a ce qu'on appelle les mardis les clients. Les mardis les clients, c'est au final tous les verbatims que les personnes au contact des clients vont récupérer. Et plutôt que ce soit juste pour eux, là, c'est écrit dans une publication, c'est partagé. Et des fois, c'est des choses pas bien du tout, des fois, c'est des choses superbes. Et ça permet de se rendre compte des personnes qui sont en production, de pourquoi elles travaillent pour la finalité du client. Le mercredi, c'est le RH qui partage les entrées et les sorties de l'entreprise, les promotions internes, toutes les informations autour justement des RH. Et enfin, la semaine, on finit toujours par les Friday Wins. Ça, c'est un super truc. Donc, c'est moi qui m'en occupe. C'est les victoires du vendredi. Et donc, il y a un édito tous les vendredis. Et après, dans une deuxième partie, c'est les victoires qui ont été partagées dans la semaine. Donc, c'est un Google Doc qui est partagé avec tous les managers et chacun vient ajouter qu'est-ce qu'il y a eu dans la semaine. Est-ce que un nouvel arrivant qui a fait son premier contrat, une mise en production qui s'est bien passée. Et donc, c'est toutes les fois où on s'est fait yes dans la semaine à l'international. Et donc, ça renvoie un coup de boost vraiment pour le week-end, pour la journée du vendredi. Plein de petits rituels comme ça. Et puis des thématiques, le carnet de route quand un commercial part en déplacement. Donc, on va distribuer, on va ritualiser à travers les 3 piliers, donc les publications, l'événementiel et l'onboarding. Merci Jean-Baptiste pour tous ces conseils.
Donc, si je suis bien, demain, c'est les Friday Wins. Les écrivent. Merci beaucoup. Mais on a de la route jusqu'à Bordeaux, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Véronique, qu'est-ce que tu peux nous conseiller ? Qu'est-ce qui fonctionne, que tu as observé chez des clients ? Déjà, je vais parler de nous parce que je voyais mon associé qui souriait quand tu parlais des Friday Weeks. Parce que c'est son grand dada, justement, que le vendredi, on affiche fièrement, enfin, que les collaborateurs, en fait, affichent fièrement sur le chat interne ce qu'on a fait dans la semaine et que tout le monde puisse en profiter pour se rendre compte de ce qui a été fait. Et comme nous, en plus, on travaille dans de la créa, il y a du visuel, il y a des choses à montrer. Donc, c'est hyper sympa et souvent, les différents services ne savent pas ce que font les autres. Donc, je ne devais pas parler de l'agence, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on met en place. Au niveau des clients que j'ai pu accompagner, alors un truc qui date un petit peu, mais qui quand même était assez innovant à l'époque. On avait monté une émission de télé au sein d'une centrale nucléaire qui était dans le cadre d'un OSART. Un OSART, c'est quand ils sont certifiés sur la sécurité, enfin les contrôles de centrales nucléaires. Et ils avaient énormément de choses à faire en interne et ils ne savaient pas comment mobiliser l'ensemble des troupes pour qu'ils fassent toutes les mises aux normes nécessaires et que tout le monde soit au courant que telle mise aux normes elle avait été faite dans telle pièce de la centrale nucléaire. Et donc on avait monté une émission de télé et il y avait la météo. Alors, tu en parleras tout à l'heure parce que sur ton outil, il y a la météo. Mais voilà, la météo de chaque espace qui avait été rénové. Il y avait l'interview, il y avait du CDECO parce qu'il devait repeindre, il devait rénover. C'était vraiment des choses très concrètes. Il fallait mettre aux normes des espaces dans l'usine, enfin dans la centrale. Et tout ça, on l'a fait pendant pratiquement 1 an. Toutes les semaines, il y avait une émission de télé avec à la fois des interviews, des portraits, des choses comme si on était... En fait, c'était un journal interne interactif avant l'heure, mais en vidéo. Et il n'était pas interactif parce que les gens ne pouvaient pas réagir. On faisait du micro-trottoir. C'est la seule chose qu'on pouvait faire. C'était parce qu'on filmait les gens en disant qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ou où est-ce que vous en êtes. Mais il n'y avait pas la dimension collaborative qu'on peut avoir aujourd'hui avec les outils comme Steeple, par exemple. Voilà, mais c'est un exemple qui m'a vraiment marqué dans ma carrière et je trouve qu'il est intéressant. Merci Véronique. Angèle ? Nous, on a des outils assez classiques, publication interne, qui marchent assez bien avec un comité de rédaction représentatif d'à peu près tous les métiers et de pas mal de services. Et on essaye vraiment de mettre en avant de l'expérience de terrain, voilà, du reportage de terrain, et ça plaît pas mal. Donc ça... Bon, moi, j'étais pas hyper fan, et puis on m'a dit ah non, tu touches pas au journal interne. Ok, très bien. Mais avec des gens qui parlent de leur quotidien, ça marche vraiment bien. Donc c'est pareil, il faut faire l'effort d'avoir de l'actu qui puisse être présenté là-dedans. Après, on est une organisation aussi où il y a beaucoup de rituels, mais peut-être qu'ils sont pas suffisamment utilisés à la hauteur de ce que ça pourrait apporter en termes de communication. Parfois, les gens se réunissent et finalement, on se quitte même si on tient bien nos réunions. On a franchi le cap quand même de la réunionnite à l'hôpital. On essaye d'être performant. Mais je trouve qu'on pourrait aller plus loin encore dans comment on peut faire en sorte que nos messages soient mieux compris, mieux passés. Et ça, c'est une culture à développer. Et puis, il y a aussi une culture à faire évoluer. Je vous écoutais avec envie. Moi, si j'arrive en leur disant alors tous les vendredis, vous allez mettre sur le tableau, je me fais sortir. Voilà, c'est pas le sujet. Puis, on a une contrainte aussi qui est pas facile, c'est que l'hôpital s'arrête jamais. Donc, pour créer des rituels, c'est quand même difficile parce que ça veut dire qu'il faut faire un temps de pause dans l'activité. C'est pas facile de trouver le bon moment pour organiser des choses collectives. C'est quand même une contrainte. Mais encore une fois, par le management, je voyais Flash Info. Enfin, c'est des choses qu'il faut qu'on promeuve dans la pratique managériale pour faire en sorte que les espaces d'échange et de collaboration se créent bien. Sûrement un levier avec justement le management de proximité que tu veux développer et finalement faire aussi de tes managers des coachs, des communicants. C'est ça. Des relais, quoi. T'en as besoin. Et puis l'événementiel, on essaye vraiment de cultiver ça aussi.
parce que les équipes en ont besoin. Elles ont besoin de sas de décompression aussi. Et on l'a, je pense, pas suffisamment exploité dans les milieux de la santé, ou en tout cas de manière hétérogène. Et on voit bien que même au niveau national, des instances comme la Fédération des hôpitaux de France, qui représente tous les hôpitaux publics, fait de l'événement aussi avec des tournois entre établissements. Donc c'est quelque chose qui se développe et les équipes vraiment apprécient. Bon, plein de choses en tout cas à mettre en place, à améliorer. Merci Angèle. Cédric ? Bon, j'ai plus rien à dire, c'est bon. Non, j'ai 2-3 trucs à dire quand même, parce que dans ce que tu as dit, moi je suis impressionné parce que vous avez mis en place et tout le rituel associé à ça. Après, ça me parle beaucoup. J'étais juste en train de me dire que nous, on appartient à un groupe américain, nord-américain, qui a tous ces rituels dans l'industrie automobile, donc c'est moins affirmé, mais néanmoins, les employés du mois, c'est des choses qui existent et que j'ai mis en place. Donc quand je l'ai mis en place, moi, il y a 5-6 ans, on m'a regardé, mais ils m'ont dit on n'est pas au McDonald's là, parce que tout le monde connaissait l'employé du mois dans le McDonald's. Le premier en France, on l'a vu arriver comme McDonald's. Et puis ils se sont adaptés. Puis maintenant, le problème, c'est que maintenant, quand ils n'ont pas été employés du mois, ils m'en veulent. Donc c'est bien, c'est que ça marche. Ils ont compris. Mais c'est important. Le rituel est important. C'est-à-dire, faut pas le faire pendant 1 an et arrêter. C'est-à-dire, une fois qu'on le lance, on doit le faire évoluer, mais le maintenir d'une manière ou d'une autre. On peut le renommer, on peut changer le format. Mais il faut qu'il y ait cette continuité et ce rituel. Donc c'est des choses qu'on a mis. Les petits déjeuners aussi. Quand une équipe sur une ligne travaille bien, on va les remercier par une reconnaissance et par un échange. Ils vont venir, ils vont monter, ils vont venir dans une salle. On aura fait café, jus d'orange, croissant. Comme on travaille tout le temps, nous aussi, même les week-ends également, il faut qu'on le fasse. Donc on le fait de semaine en semaine, parce que comme ça tourne, on finit par tous les passer au fur et à mesure et leur donner rendez-vous tous les lundis ou tous les mardis à 9h pour célébrer une réussite, une performance. Et également, avec mon comité de direction, j'ai instauré quelque chose que j'ai appris quand je suis allé au Canada, c'est la good news. On ne peut pas démarrer la réunion de direction sans good news. Et chaque collaborateur est obligé de venir avec une good news, même s'il a passé la pire semaine de sa vie. Elle peut être professionnelle, la good news, elle peut être personnelle, c'est pas le sujet. C'est un état d'esprit d'être dans un mode positif. Et ça, c'est super important pour la communication. Parce que si on est dans le négatif, il n'y a plus de communication. Tout le monde se ferme et il n'y a plus de communication. Donc il faut toujours orienter nos collaborateurs sur du positif. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de l'échange. Quand on est en mode négatif, il n'y a pas d'échange. Et donc il n'y a plus de communication. Intéressante cette pratique, je la retiens, je la note. Vos réponses. Gwen, je vois que tu voulais intervenir. J'allais dire que j'avais une good news, c'est que le micro marche à nouveau, et puis là je l'ai entendu bugger, et du coup je me suis dit hop, là. On récupère la good news, je vais essayer quand même un petit peu avec le micro. J'ai une nouvelle question à vous poser. Ça marche. Merci Gwen, à tout à l'heure. Eh bien, on avance. Et là, j'ai envie de vous poser une ou deux questions pour terminer. Et qu'est-ce qui a changé finalement dans votre entreprise, des choses que vous avez pu mesurer en termes d'amélioration, alors soit par une enquête de la mesure, comme on le disait, des KPI, soit vraiment une question d'atmosphère, de ressenti, des choses qu'on vous a rapportées, des collaborateurs qui vous ont dit « Tiens, ça j'ai bien aimé, et ça a été amélioré, j'aime bien, etc. » Voilà. Cédric Comment on le voit, on le voit par rapport au retour du personnel. Quand ils sont dans un mode où ils sont positifs et qu'ils sont contents d'avoir eu une information ou d'avoir pu échanger sur un sujet, la satisfaction, on la voit comme ça, ou on la voit par un indicateur qu'on a parlé, c'est le turnover. Donc le turnover dans une entreprise, c'est très révélateur, c'est l'indicateur le plus révélateur.
même si conjoncturellement, actuellement, tout le monde le subit un petit peu. Mais moi, je suis dans une entreprise de mécanique. On est dans un giron dans la Loire où on a énormément de mécanique. Donc, il y a énormément de concurrence, on va dire, et d'opportunités. Mais néanmoins, j'ai très peu de turnover. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à embaucher, comme tout le monde. Mais par contre, les collaborateurs qui travaillent pour l'entreprise, ils restent. Donc, s'ils y restent, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Et maintenant, le financier, on va dire, ne suffit pas. C'est pas en payant le mieux. Bien sûr, c'est un facteur. Hein. Et on va pas se le cacher. On va pas travailler pour rien non plus. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait un bien-être et qu'il soit bien et qu'il soit aussi dans des locaux adaptés. Donc, il y a la communication autour de ça, mais il y a aussi le contexte et l'enveloppe. Si on est dans une entreprise qui est pas aux normes, qui est pas agréable, qui est pas sympa, on n'a pas envie d'y rester. Quand on est dans un milieu accueillant, agréable, moderne, et qu'il y a une communication, même si on n'a pas le meilleur salaire et qu'on sait qu'on peut peut-être être payé un peu plus ailleurs, les gens vont avoir tendance à rester. Donc, il n'y a pas que la communication, ça ne fait pas tout. Bien entendu que le salaire aussi, c'est un point, mais aussi les conditions de travail. Les conditions de travail sont très importantes. Et de plus en plus maintenant. Maintenant, on ne peut plus faire travailler des gens dans des locaux qui n'ont pas des conditions adaptées. Donc, je dirais que c'est un tout. C'est un tout, mais si on oublie la communication, et j'insiste sur l'échange, parce que communication descendante, moi, j'y crois plus du tout. Là, on est dans le légal. Donc, il y a des choses, on est obligé de le faire. On est obligé de faire de la communication descendante, c'est nécessaire et obligatoire. Mais si on s'arrête que là, on n'a pas compris ce qu'on attend d'une communication dans une entreprise. Et si un directeur n'a pas compris ça, s'il n'est pas dans l'échange, s'il ne veut pas être dans l'écoute ou dans l'échange, c'est même pas la peine d'essayer de lui parler de communication. C'est perdre son temps. C'est même pas financier, là. Là, c'est psychologique et ça sert à rien. Ok, c'est très clair en tout cas. L'échange. Il n'y a plus de communication descendante. Merci Cédric. Angèle, qu'est-ce que tu peux nous dire, ce qui a changé, des choses que tu as notées Ce qui est directement en lien avec la com interne, c'est vraiment des trucs hyper basiques, mais pour illustrer d'où on vient quand même sur le sujet, on a lancé une démarche d'équipe sportive, de professionnels. Ça a marché super et les gens sont vraiment super contents. Mais ils n'en reviennent pas qu'on leur propose ça. Qu'on organise leur participation à des courses, qu'on leur donne un t-shirt avec le logo du CHU. Enfin, ils n'en reviennent pas, quoi. Et pareil pour les goodies. Le premier truc, quand on a son établissement autour du cou avec son badge, c'est hyper symbolique, mais ça s'était jamais fait. Donc c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais les gens sont super contents. De tout petits trucs comme ça, ça suffit pas bien sûr, mais ça permet d'amorcer quelque chose et d'ouvrir un dialogue chez des gens pour qui la culture de la communication c'est pas appris d'abord dans les études ou dans la formation, et c'est pas dans la culture de l'établissement. Donc ça permet d'ouvrir et d'aborder le sujet de manière un peu sympathique et conviviale. Et puis il y a un autre aspect. J'entends que la com interne c'est vraiment un axe spécifique de la communication, mais nous, on n'a pas la ressource pour scinder comme interne, comme externe. Donc, c'est la même équipe qui travaille les deux. Et finalement, on se rend compte que les professionnels sont hyper contents aussi de voir ce qui est fait en com externe. Ça les rend hyper fiers parce que pour beaucoup... leur famille le voit, ça donne un sens aussi très différent à leur position dans la ville et dans la société. Et finalement, il y a presque plus de témoignages positifs sur la com externe en disant vous faites savoir ce qu'on fait, c'est super, on fait des trucs bien, vous voulez vous montrer qu'on est un CHU, qu'on s'appelle Hôpital Nord, mais on n'est pas comme tous les hôpitaux. Et c'est hyper valorisant pour eux et ça les rend très fiers. Donc, il y a une manière aussi de capitaliser sur la com externe, sur l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble des professionnels et sur l'image de l'établissement. Merci.
Merci beaucoup, Angèle. J'aime bien ce discours. Oui, moi aussi. Parce que du coup, moi, ça me parle parce que nous, on travaille la marque. Donc, c'est la marque, on parle de marque employeur, mais en fait, c'est exactement ça. C'est comment on affiche l'image de son entreprise à l'intérieur et à l'extérieur. Et si déjà vos collaborateurs, ils sont fiers de porter votre marque, ils sont fiers d'appartenir à une entreprise et du coup d'afficher, d'être je disais tout à l'heure, converti à la marque, c'est déjà gagné, parce que ça veut dire qu'ils acquièrent la base de la culture d'entreprise, qui est d'être fiers d'être là et de faire partie d'une équipe. Donc voilà, c'est vrai que les goodies, c'est un exemple hyper basique, mais tu disais l'autre jour, Cédric, tu m'as dit regarde mon polo, regarde, on l'a marqué, et ben t'étais hyper fier, voilà. Je trouve que ça c'est déjà la base. Et voilà. La marque employeur, c'est un mot très galvaudé et qui est pourtant sur toutes les bouches, mais en fait, il faut juste le décrypter au sens propre finalement. La marque, c'est quoi ? C'est mon entreprise, c'est quoi mon positionnement, c'est quoi l'image que je veux donner, c'est quoi la notoriété que je veux avoir et qui est-ce qui la donne ? Eh bien, c'est pas l'employeur pour le coup, c'est les employés. À travers la manière dont ils vont parler de l'entreprise. Donc c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Et de la culture d'entreprise. Et voilà, et travailler sa culture d'entreprise. Hein, Xavier regarde à son t-shirt Axome, comme toi, tu as ton t-shirt Steeple. Moi, je trouve ça... J'ai pas fait mon job comme il faut, moi, ce soir. Je vais me faire engueuler. Merci, Véronique. Jean-Baptiste. Le ROI au final de la communication interne, déjà Cédric l'a dit, le point le plus important au final, c'est le turnover, réussir à garder ses collaborateurs. Après, c'est sûr que c'est très diffus. Il y a plein de sujets pour le turnover, dont l'implication en fait partie. Donc la communication interne participe à justement cette implication. Après, des choses très, très basiques, c'est les enquêtes. On en a parlé. Et lundi, à l'étape de Nantes, il y avait quelqu'un qui nous disait que le point de départ de leur vraiment transformation de la communication, c'est une enquête où il y a 80% qui répondent être insatisfaits de la communication interne. Ce qui oblige là la direction à bouger. Donc, ils mettent un peu de moyens, ils travaillent avec une agence, ils mettent un outil en place. 1 an plus tard, ils refont l'étude. Il y a 80% de satisfaits. C'est pour montrer à quel point, déjà, ça part de très loin, parce que c'est une entreprise qui faisait presque rien, et que très vite, on peut justement arriver au plancher presque de ce qui est attendu par le collaborateur. Donc, après, ça se matérialise dans plein de choses. C'est moins de rumeurs, plus de monde aux événements, plus de sens. Et puis, vous l'avez dit aussi, une extrême porosité qui existe entre l'interne et l'externe. Parce qu'un collaborateur... Eh bien, quand on a 200 collaborateurs, et je ne parle même pas quand on en a 8000 qui parlent en bien de vous, mais si imaginez 8000 qui connaissent 50 personnes, on a, je ne sais pas la population de Saint-Étienne, mais on a presque tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on parle de l'ambassadorat, d'avoir des ambassadeurs. On en parle aussi pour la cooptation, parce que quand on galère à recruter, nos premiers recruteurs, c'est les personnes qui sont en place, qui vont à un dîner en parler et dire « mais tu veux pas venir ?» Il y a évidemment l'employee advocacy pour les personnes qui sont connectées, la présence sur les réseaux sociaux. Et puis, l'autre jour, j'étais avec un dirigeant dans la grande distribution, il me dit, il a vu sur Google un avis qui dit « j'ai le plaisir à venir chez vous car vos collaborateurs semblent heureux et moi je le ressens en faisant mes courses ». Et je pense qu'on a tous eu cette expérience quand on est allé dans une boutique, quand on est allé quelque part, de sentir une atmosphère de personnes qui se sentaient bien. Et ça développe forcément le chiffre d'affaires au final. Donc c'est très important. Et quand on parle de bonheur, on parle aussi, et je finirai là-dessus, du bonheur aussi du communicant. Parce qu'on l'oublie, on vous oublie souvent, on vous oublie aussi de se dire que quand on a des bons moyens, quand on a des personnes qui sont heureuses dans l'entreprise, en fait son poste devient transformé, on n'est pas celui qui vient tiens j'ai une note à te faire, mais on devient celui tiens est-ce que tu pourrais m'aider, je travaille sur un projet et j'aimerais embarquer le plus de monde possible. Et ce switch, qu'est-ce qui fait plaisir, et c'est un bonheur aussi pour ceux qui font de la communication interne. Merci Jean-Baptiste, et c'est vrai, quel métier passionnant la communication. Eh bien, oui Gwen, je t'en prie.
Oui, tout à fait. Les casquettes. Donc, ce que vous avez retenu, c'est principalement les victoires, célébrer les bonnes nouvelles ou les victoires. Donc, Cédric, tu fais un tabac. Good news. Les good news, ça revient bien. On a également le management de Proximité, oui. Donc, avec toi, Angèle, et également les rituels. Voilà, on y a un petit peu de tout. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a également des personnes où l'intérêt, c'est de convaincre la direction. Merci Gwen pour ce rapport et merci à vous d'avoir voté et de participer. Une dernière question à vous poser avant d'attaquer les questions-réponses. En un mot, peut-être en une phrase plutôt, qu'est-ce qu'on dirait à un dirigeant qui hésiterait à se lancer dans la communication interne ou dans une démarche d'amélioration ? Cédric. Un dirigeant qui n'a pas compris la démarche, c'est quand même assez compliqué. C'est quand même assez compliqué à lui expliquer. Moi, je sais que j'aurais du mal à lui expliquer. Il y a plusieurs aspects, mais un dirigeant doit forcément avoir conscience que la communication c'est primordial pour la réussite de son entreprise ou de son organisation. Après, moi, c'est Véronique qui m'a ouvert les yeux suite à une discussion sur justement la marque, l'appartenance par rapport à ça. C'est très important. Et moi, je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris tout simplement parce qu'on n'est pas Danone, on n'est pas Stellantis, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Stellantis, Peugeot ou PSA. On n'est pas le CHU que tout le monde connaît parce que tôt ou tard on y va tous. Nous on est l'Inamar. Et l'Inamar, personne ne connaît l'Inamar. En plus on est canadien, donc on est une marque, une vraie marque. Sauf pour moi j'avais un petit peu ce complexe d'infériorité de dire c'est une marque mais c'est une marque qui signifie rien. Et là j'avais tout faux. Merci Véronique. J'avais tout faux parce que Steeple, c'est pas connu non plus à Saint-Étienne et c'est pas le sujet. Le problème, c'est que c'est une culture derrière un nom. Et c'est là où j'avais tout faux, c'est qu'il faut cultiver la culture de l'entreprise et la communication interne pour cultiver la culture est obligatoire. Sans communication, on ne peut pas travailler notre culture. Et on rattache derrière la marque, le nom de notre entreprise, une culture. Et c'est ce que fait notre patron, qui était là il y a 2 jours. Il est une entreprise de 30 000 personnes, hein, on est 30 000. Et lui, il travaille que ça. Derrière l'Inamar, qu'est-ce qu'il y a ? C'est de la communication et c'est une culture d'entreprise. Et la communication interne, pour ce qui est de l'industrie manufacturière, comme je suis, hein, pour la mécanique, mais ça peut être pour l'industrie du bois, du plastique, pour tout ce qu'on veut. Si on veut avoir des employés épanouis et qui restent dans l'entreprise, c'est qu'ils doivent se retrouver dans la culture de l'entreprise. Et pour avoir une culture, il faut communiquer. Donc la culture, c'est obligatoire, c'est nécessaire pour travailler dans des bonnes conditions et garder son personnel, et que son personnel soit épanoui. Et le meilleur outil, c'est la communication. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Merci beaucoup Cédric pour cette vision et on comprend, on retient la culture d'entreprise, cultiver sa culture d'entreprise. Angèle, je te pose la même question. Moi, je vais parler en tant que DIRCOM qui aurait à convaincre son dirigeant. De l'expérience que j'ai, je dirais il faut en faire sans le dire. Et créer le besoin par l'exemple et par le résultat. Et j'ai 2 petites fiertés dans le fait d'avoir appliqué ça. C'est que là où j'étais avant, j'avais à peu près 5 casquettes de direction. Voilà. La culture du DIRCOM qui fait que de la com, c'est encore assez rare dans les hôpitaux. Et quand je suis partie, c'est une DIRCOM à temps plein qui a été recrutée. Donc ça, c'est vraiment super. Et dans l'établissement où je suis, plus petite fierté, mais j'ai des reportings avec le DG autant que le DAF. Donc, au bout d'1 an, créer le besoin, montrer à quoi ça sert, montrer quelles peuvent être les perspectives, le potentiel que ça peut amener à l'établissement,
sans dire tout de suite que voilà, on va mettre beaucoup de ressources sur la com. Enfin, je pense que la culture nécessite de mûrir et qu'il vaut mieux démontrer l'intérêt de manière très concrète. Et finalement, au bout d'un an et demi maintenant que j'y suis, on arrive là cette année à préparer un événement super pour les 50 ans du CHU, à changer de logo et à projeter plein de choses vraiment super qui sont dans la vraie vie de tous les hospitaliers du CHU. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Merci beaucoup Angèle pour ce partage, merci. Véronique, quels ont été les arguments que tu as amenés à Cédric pour le convaincre? Alors peut-être pas à Cédric, mais moi d'une manière générale, je dirais aux dirigeants, n'ayez pas peur. Vous savez prendre d'énormes décisions dans votre posture de dirigeant, et là, vous avez juste peur d'aller sur la com interne parce que ça concerne vos salariés, parce qu'il y a les syndicats au milieu, parce qu'il y a la génération Z. Et alors, essayez, ça peut être salvateur pour votre entreprise. Sinon, vous allez crever. Voilà. Je pense qu'en fait, faut être un peu cash, quoi. Faut dire qu'aujourd'hui, il y a des problématiques intergénérationnelles, il y a cette nécessité de bouger les lignes et en fait, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas, quoi. Donc, vas-y. Merci Véronique. J'aime bien ton côté cash, Véronique. Je suis d'accord, mais c'est vrai que déjà c'est compliqué. Comment on peut convaincre une direction pendant toute la conférence, j'ai dit qu'on ne pouvait pas sans data, donc maintenant je vais me contredire et je vais dire qu'on peut. On peut parce qu'il y a aussi un point, en ayant discuté avec vraiment des dizaines et des dizaines de chefs d'entreprise qui avaient fait le switch, il y a un élément qui m'ont souligné, que je n'avais pas forcément en tête, et maintenant qu'on a une structure assez grande, je l'ai en tête, c'est qu'il faut penser aux dirigeants quand ils s'endorment. Parce que quand il s'endort, le dirigeant, il est comme nous tous. Et ce qui pollue le plus, c'est les problèmes humains. Et les problèmes humains, c'est très compliqué. Quand on s'endort, parce qu'on a des problèmes sociaux dans l'entreprise, quand on a des rumeurs, quand on a des personnes qui viennent vous redire un truc que vous avez dit la veille, mais qui a été complètement modifié, et c'est monté en épingle n'importe comment, volontairement ou involontairement, et que du coup vous avez les représentants syndicaux qui viennent, qui prennent en main la communication, et vous savez plus, et bien en fait le soir vous endormez, et peut-être pas, vous endormez pas. Et les chefs d'entreprise m'ont dit, une fois qu'on améliore ça, une fois qu'on structure, une fois qu'on évite les fake news dans l'entreprise, une fois qu'on arrive à parler à tout le monde plus simplement, et bien au final, c'est un gros caillou dans la chaussure qui est enlevé, qui nous permet d'avancer. Et le soir, eh ben on s'endort avec plein d'autres galères, parce que je pense que Cédric nous a expliqué aussi toutes les galères qu'on peut avoir sur l'approvisionnement, sur l'énergie. Mais d'un autre, c'est des bonnes galères. C'est des galères qui font qu'un chef d'entreprise, il a choisi ce métier et il est content d'avoir ces galères-là. Et elles sont moins compliquées à résoudre que des galères où on a l'impression un petit peu de se battre contre des moulins à vent. Merci Jean-Baptiste et merci à tous les quatre pour ces réponses et cette question.